Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Palabre. Nous recevons pour vous Eliou El Addaf. Il est né en 1937 à Attar. C'est un ancien élève de l'école normale William Ponty. Il est le premier ingénieur civil en télécom mauritanien. Il est sortant de l'école nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il en a fini en 1964. Il a été plusieurs fois ministre sous Mokhtar Ould Daddah. Il a été ambassadeur. Et il a été témoin et surtout acteur d'une période que nous percevons aujourd'hui comme un âge d'or pour la Mauritanie. Quand il prend sa retraite, il ne va pas à la retraite parce qu'il choisit de militer pour des actions, pour des plaidoyers, en vue d'une plus grande justice, d'une plus grande égalité, d'une plus grande démocratie. Nous le recevons pour discuter avec lui de son expérience, mais aussi de sa vision d'une certaine Mauritanie, de l'État, de la démocratie et surtout de l'éducation dont il a été un ministre dans une époque assez lointaine, mais assez turbulente aussi. Parfois, nous y reviendrons de toute façon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous, à Palabre. Nous sommes ici dans les locaux du Centre d'études et de recherche sud-ouest africain et dans sa bibliothèque. Et nous allons donc discuter un peu de votre, comme je l'ai dit, de votre expérience, mais de votre vision de l'État. J'ai tout de suite dit que l'époque où vous avez participé au gouvernement, au premier gouvernement, l'époque de Mokhtar Ould Daddah, nous semble aujourd'hui être un âge d'or. Quel sentiment cela vous fait que nos générations, même la mienne, qui est relativement âgée, qui est celle qui a accompagné l'indépendance, croient qu'il s'agit là de l'âge d'or? Je crois que c'est relativement justifié, dans la mesure où ces gouvernements avaient très peu de moyens, avaient surtout la volonté de réussir à asseoir un État crédible par rapport à son environnement, par rapport à l'opinion internationale. Et ses membres, sous la direction du président Mokhtar, n'ont ménagé aucun effort dans cette direction. Et je pense que la première décennie de l'indépendance a été un travail acharné de tous pour arriver à faire face à ces défis que nous nous sommes fixés à l'époque. Je dis non, je ne fais pas partie des premiers, mais j'ai vécu à côté des premiers pendant les premières années. Vous avez quand même partagé ce rêve. J'ai participé à la réalisation de ce rêve. Donc, sous cet angle, on peut dire que c'est quand même un âge d'or de la Mauritanie. Et quels étaient les fondements de cet État moderne qui, à l'époque, essayait de naître et de se développer? Des fondements, il y en a très peu. Il y a juste la volonté, essentiellement. Parce que à l'époque coloniale, aucune réalisation importante ne peut être citée comme faite en Mauritanie, à l'exception de son unité en tant que territoire. En dehors de cela, la Mauritanie a été considérée comme le cendrillon de l'Afrique de l'Ouest, bénéficier pour sa gestion administrative de subventions pour compléter ses propres recettes. Et tout cela a continué pratiquement jusqu'à l'indépendance. Et je retourne la question, je la reformule pour être plus précis. Quelles étaient les vocations premières de cette Mauritanie-là? Les vocations premières, c'est essentiellement de faire en sorte que le peuple mauritanien comprenne qu'il peut être indépendant. Il faut le lui prouver par l'action politique, par le développement d'une diplomatie
au niveau qu'il faut, par la solution de quelques problèmes économiques fondamentaux qui lui permettent de démarrer, et par l'espoir qu'on doit créer chez la population. Mais où est-ce que vous avez le plus réussi? Où est-ce que vous avez échoué? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que pendant cette première décennie, il y a eu des échecs notoires, et lesquels? Et il y a eu des réussites notoires, et lesquels? Les échecs notoires, je dois dire que je ne peux pas en trouver beaucoup. Il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés. Oui, mais pas des échecs dans le sens... Vous deviez d'abord vous affirmer sur le plan international, sur le plan régional, parce que la Mauritanie était revendiquée à l'époque. Son indépendance n'était pas reconnue par tous les États qui l'entouraient. Vous deviez en même temps vous imposer à l'intérieur, parce que il y avait un système traditionnel, les gens sont plus ou moins réfractaires. Je pense qu'il ne faut pas exagérer cela. Les gens sont peut-être difficiles, ne comprennent pas tout à fait ce qu'on veut, mais ils n'étaient pas réfractaires. Les gens avaient le sentiment quand même d'appartenir à un ensemble cohérent sur le plan civilisationnel. L'expérience des territoires mauritaniens dans le cadre de la WEF en a fait une certaine cohésion au niveau des hommes actifs politiquement, donc ce n'était pas vraiment réfractaire. Mais il y a peut-être des bases qui, s'ils ne sont pas travaillées, peuvent empêcher cette unité de prendre une forme définitive. Et ça, il y a le régionalisme, il y a les problèmes ethniques, il y a tout ça, mais disons que la première décennie, tout ce monde plus ou moins politique, plus ou moins actif, allait dans le même sens. Et je crois que ça a été la réussite la plus importante. Et donc on peut dire qu'un État moderne est possible sur cette terre de Mauritanie, parce que c'est difficile pour les générations d'aujourd'hui de croire à ça. J'ai assisté au jour de l'indépendance. Le seul pays arabe qui était représenté, c'était la Tunisie, représenté par le ministre des Affaires étrangères. Et en partant, il a fait une interview à Radio France Internationale à l'époque. Et dans ses réponses, on sentait un certain doute. J'avoue, à l'époque, je lui en ai tenu rigueur. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai eu l'occasion de me venger. C'était à Addis Abeba, dans une conférence au sommet avec l'OUA, où les États anglophones allaient rejoindre les États francophones avec l'Union européenne. Et on voulait un peu la couverture de l'OUA. Et il s'est permis de dépasser un peu cet aspect des choses et de vouloir nous donner des conseils dans le détail. J'ai saisi l'occasion pour le ramener un peu à sa place. Et quand on est parti, soutenu d'ailleurs par un ou deux États, dont le Sénégal. Et quand on est parti, Mokhtar m'a demandé quel est mon problème avec le Sénégal. Le Sénégal, parce que nous avons eu la même position. Je dis non, c'est pas avec le Sénégal, c'est avec la Tunisie. C'est avec le ministre tunisien et je lui ai rappelé cette histoire. Et il m'a dit, vous êtes rancunier, vous. Mais c'est pour dire, j'ai raconté cette anecdote pour dire le sentiment qu'on avait de la nécessité de protéger cette volonté de réussir au point de tenir rigueur à quelqu'un pour une...
Mais cette idée d'État pour tous, et face à tous, et au service de tous, est-ce qu'elle n'a pas été rattrapée finalement par la tribu, par les appartenances sectaires, régionalistes, ethniques, tribalistes, finalement? Je dois dire que non. Pendant longtemps, le système tribal s'est un petit peu effacé devant la naissance de l'État. C'est d'abord le comportement des hommes politiques qui en est la cause, mais c'est aussi le génie mauritanien de savoir jusqu'à quelle limite jouer sur leurs propres intérêts. Et le tribalisme, on a vu un frémissement tribal à partir des années 70 quand le nombre de parlementaires a augmenté. On a commencé à sentir un peu les tribus, je ne suis pas représenté, je suis représenté, etc. Mais en dehors de cela, les manifestations ont été vraiment acceptables, disons. Quand vous dites l'action des hommes politiques et le génie, entre guillemets, des Mauritaniens, ça veut dire pour vous que c'est un jeu. Si l'État réussit à faire la démonstration qu'il est là pour tous, les Mauritaniens sont prêts à jouer ce jeu-là, à accepter? Je le dis parce que j'ai vu le comportement des Mauritaniens pendant cette période. Mais mon expérience personnelle, j'ai fait quand même 3 ans à l'éducation nationale, où il y a le maximum de fonctionnaires. Je dois dire que j'en suis sorti convaincu que les Mauritaniens sont prêts à suivre tout gouvernement qui prouve qu'il travaille pour eux, sans difficulté. Mais il faut le démontrer. Il faut rester cohérent dans ses orientations et dans ses actions. Et là, je ne pense pas qu'il y a des difficultés du côté de la population. Donc c'est un problème d'élite aujourd'hui, d'une élite qui n'arrive pas à convaincre, à avoir la confiance des gens qu'elle doit être suivie parce qu'elle les sert. Tout à fait. Il y a un manque d'engagement, un manque de leadership politique. Également, évidemment, le système qui s'est instauré après le coup d'État ne favorise pas tout ça. Donc, pour vous, l'État n'est pas en contradiction avec la société et il peut bien se greffer, se développer, s'imposer. Tout à fait, tout à fait. Comme la démocratie aussi. Tout à fait. La démocratie, vous savez, dans un pays comme le nôtre, je pense même que de l'extérieur, on sent un peu, et on en a parlé de temps en temps, la fierté des Mauritaniens, leur indépendance. Ce n'est pas contradictoire. Même la tribu, ce n'est pas la tribu primitive dont on parle souvent en anthropologie. C'est une tribu consciente de son organisation, des responsabilités de ses chefs, et qui laisse à l'individu toute sa liberté. Les individus, les Mauritaniens, sont individuellement responsables de leur vie. C'est ce qui fonde en fait la démocratie. Voilà, c'est ça. Et n'a pas besoin d'être tropicalisé, on va dire ça comme ça. Comme non, je crois qu'il ne faut pas oublier que le rôle de l'islam et de la justice en Mauritanie, même du temps de Seyba, comme on dit, le juge est respecté et ses jugements sont acceptés. C'est important. Il y avait déjà la séparation des pouvoirs. Il y avait déjà la séparation des pouvoirs, nous avons beaucoup de principe. Beaucoup d'exemples dans l'histoire. Plein d'exemples. Les tribus. Et donc, ce préjugé ou cette supposée incompatibilité de l'État en général, de la démocratie avec nos sociétés,
vous la trouvez vraiment factice, vous la trouvez... Elle ne résisterait pas devant la volonté et l'engagement de l'intelligentsia dans la politique. Elle ne résisterait pas. Et face à la construction de l'état de droit à l'époque, à la première époque, et aujourd'hui, quel chemin a été accompli, disons? Il faut dire que je ne suis pas dans les détails comment fonctionnent les choses, mais je pense que à l'époque, il était en principe admis que l'État ne se mêle pas de la justice. À l'époque de Mokhtar. Et j'ai eu sa propre réaction dans des cas où je lui ai posé des problèmes. Comment? Hein? Des exemples? Des exemples, je me souviens d'un cas très net. Je me souviens de l'emprisonnement d'Ahmed Baba, qui était un ancien ambassadeur. Hein. Et ça a créé un certain malaise chez des groupes déterminés. Et je me suis permis de lui dire, de lui poser la question, est-ce que pour des gens du niveau d'ambassadeur, il ne serait pas mieux de voir les rapports que font les inspecteurs pour savoir si les actes qu'ils ont faits sont dans l'intérêt général ou entachés d'intérêt particulier. S'ils sont dans l'intérêt général, à mon avis, un responsable de ce niveau peut être amené à faire des choses qui ne sont pas tout à fait le règlement. Et le président Mokhtar m'a bien regardé, il m'a dit, c'est à la justice de vérifier ça, pas à moi. J'ai dit, bon, monsieur le président, je prends en tout cas ça pour moi-même. Quand vous avez dit tout de suite, vous avez dit des groupes. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des réseaux, on va dire ça comme ça, c'était pas, les gens ne se retrouvaient pas en termes de classe, se retrouvaient en termes de réseaux, de groupes? Disons, il y avait quelques tendances politiques assez marquées, de génération plutôt d'ailleurs, qui existaient plus ou moins jusqu'à cette date dont je parle, c'est-à-dire 69, 70. Et donc les contradictions intérieures ou le moteur c'était justement les compagnonnages, on va dire ça comme ça, des générations, la camaraderie des générations, pas plus. Ouais, je pense que c'est uniquement ça. Ou en tout cas, c'est l'essentiel. Parce que Mokhtar avait une règle, en tout cas, qu'on observait. Je ne suis pas sûr qu'il l'a conçue comme ça, mais en tout cas, c'est un fait. Il a toujours dans son gouvernement 2 ou 3 générations. Les anciens, les moyens, les nouveaux, les cadres. Et donc, il y a une sorte de tension entre ces groupes, souvent, mais qui ne dépassent pas, qui ne vont pas très loin. Parce que pour beaucoup de politistes, de gens qui ont étudié l'État en Afrique, l'une des raisons de la faillite, en fait, ce qu'ils appellent la faillite de l'État, ou en tout cas des problèmes de l'État en Afrique, est justement la lutte de factions qui remplace la lutte des classes sociales et qui devient une lutte de factions pour des intérêts, parce que le pouvoir est synonyme d'intérêts particuliers, est synonyme d'accès aux richesses, etc. Et ce qu'on verra plus tard en Mauritanie. Je crois que ça c'est relativement vrai. Mais jusqu'à ce que je quitte le gouvernement, et peut-être même 5 ou 6 ans plus tard, le problème d'enrichissement ne se posait pas. La lutte pour l'enrichissement ne se posait pas.
La richesse n'était pas une vertu, n'était pas une possibilité vertu, d'accès n'était pas d'abord possible par rapport à l'État. L'État n'avait pas beaucoup les moyens qu'il faut. Et même la classe politique n'avait pas cette mentalité encore. Elle a un défi, si vous voulez. Jusqu'aux années, au début des années 70, c'est ce défi qui compte, c'est de faire en sorte que la Mauritanie s'impose comme État à l'esprit de ses partenaires. Et toutes les tensions même qui existent entre groupes restent en dessous de ce cadre. Donc l'enrichissement n'était pas... Donc vous situez la rupture au début des années 70? Oui, au début des années 70, effectivement, avec la monnaie, avec la sécheresse, avec aussi l'exode rural. L'exode rural, oui. Parce que c'est en fait, on est loin de l'état originel. Oui. Il y a de plus en plus de cadres, il y a de plus en plus de bouches, il y a à nourrir, il y a de plus en plus de velléités de partage. Jusqu'à ce que j'ai quitté le gouvernement pour aller à l'extérieur, le problème du nombre de cadres, du nombre d'actifs politiquement reste encore réduit. Je dois vous rappeler qu'en 1968, 69 plutôt, le nombre de candidats au bac à Nouakchott, c'est une centaine. Alors vous voyez un peu... Aujourd'hui, c'est quand même des milliers. C'est quand même différent. Et donc, il y a... Ce qui demande un autre comportement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça demande un autre comportement, effectivement. Et d'autres défis. Oui, oui. Et donc, ce qui relativise un peu, on va dire ça comme ça, votre réussite au début, parce que c'était plutôt facile, non? Facile et pas facile. Pas facile parce que nous étions contestés. Il y a eu des tentatives de déstabilisation importantes. Il y a beaucoup de pays qui ne croyaient pas à nos capacités de réussir. Il y a plein d'événements. Même moi, j'ai l'habitude de situer à peu près le fait que les Mauritaniens croient à la Mauritanie aux environs de 64. Il a fallu qu'elle prouve à ses concitoyens qu'elle peut exister en tant qu'État. Et aujourd'hui, elle va de soi, la Mauritanie. Aujourd'hui, pour nous, ça va de soi. Vous croyez que les générations aujourd'hui n'ont pas ce défi à relever, à croire à... Ils ont un défi plus important encore. C'est lequel? Et ils ont les moyens de le faire. C'est d'instaurer un régime politique démocratique. Parce que depuis quelques années, on ne peut plus gérer un pays sans le système démocratique. Ce n'est pas possible. Le système démocratique qui n'est pas seulement les élections. Ça fait partie. Oui. Ça fait partie. C'est-à-dire qu'il faut la participation populaire à des élections normales pour donner à ceux qui gouvernent la crédibilité et la force d'agir. Aujourd'hui, ils n'ont pas la force d'agir. Non pas. Mais vous qui avez côtoyé tant de Mauritaniens, tant de politiques mauritaniens, est-ce que vous croyez qu'en Mauritanie, il y a des démocrates réellement, des gens qui croient à ce système, qui sont prêts à se battre pour ce système, à avancer, à faire des choses, des pas? Ce problème d'engagement est déficitaire en réalité. Mais je ne désespère pas. Oui, il ne faut pas désespérer, mais seulement... Parce qu'il y a quand même des partis politiques
qui s'engagent Absolument. dans cette voie. Moi, je ne désespère pas du tout. Je sais que nous allons avancer vers de belles choses. Je ne désespère pas du tout. Mais le problème, c'est que nous sommes en face d'une classe politique qui est issue elle-même des écoles monolithiques. Oui, oui, mais elles sont en train d'en sortir. Nous avons avancé quand même. Oui, absolument. Largement. Absolument. Je me rappelle à la chute de Maouya quand une délégation des Nations Unies a commencé à nous donner des leçons. J'ai dit non, on n'est pas à ce stade. Même avec Maouya, on a avancé. Mais il y a un constat à faire quand même devant la recrudescence des revendications sectaires et sectaristes. La première explication, c'est que les partis politiques sont quand même incapables de prendre en charge les souffrances de tous, de les traduire. C'est grâce aux partis politiques que nous ne sommes pas dans une situation pire. Oui, absolument. C'est grâce à eux. C'est grâce à la liberté d'expression. À la liberté d'expression, à l'existence d'une opposition qui prend en charge des faiblesses. Bon, ce n'est pas suffisant et peut-être même qu'on atteint un seuil qui nécessite plus d'ouverture, plus de démocratie. De combat. Mais c'est quand même grâce et de capacité de proposition. Les propositions viennent après. Ah bon? Les propositions viennent après parce qu'il faut la ressource humaine, c'est la clé de tout. Il faut qu'elle soit dans des conditions qui lui permettent de produire, de réfléchir, de voir plus loin. Et ce sont les mécanismes de la démocratie qui peuvent pousser ceux qui veulent, ceux qui aspirent à diriger le pays, à réfléchir plus loin, à faire des propositions et à résoudre les problèmes. Mais l'inverse n'est pas possible. Qu'est-ce qu'un quelqu'un qui n'a aucun accès au pouvoir peut faire pour changer les choses? Non, rien. Il y a une chose sur laquelle vous êtes catégorique, c'est qu'au début, il y avait un rêve. On croyait à ce rêve. Et il y avait cet optimisme-là qui faisait qu'il y avait des gens qui croyaient et qui y allaient, qui s'engageaient. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi a l'impression que tout le monde se ligue pour désespérer les Mauritaniens de la Mauritanie. Est-ce qu'on peut vendre un futur qui est désespérant? Parce que l'homme politique doit pouvoir vendre quelque chose. Et le discours politique aujourd'hui est un discours désespérant. Ça, c'est le désespoir est né justement par la faiblesse du politique. C'est parce que les gens désespèrent de pouvoir apporter leur contribution à l'action politique positive et pour le pays qu'ils se retournent vers eux-mêmes et vers leurs intérêts propres. Et là, on arrive à une situation dangereuse où chaque catégorie de la société mauritanienne cherche à tirer des avantages sur elle, profitant des régimes politiques dont les assises sont relativement faibles. Je parle des femmes, je parle des jeunes, je parle des négro-africains, je parle des Haratin, alors que c'est des éléments du peuple mauritanien. Si, au niveau politique, les choses s'organisent normalement, toutes ces revendications prendront des proportions beaucoup plus faibles et iront vers plus de participation, de sacrifice, parce que l'avenir aura été plus clair. Mais là, il y a un repli sur soi, au point que chaque catégorie de fonctionnaires demande des terrains, demande des maisons, demande des faveurs particulières. Mais pour moi, c'est un découragement par rapport à la politique, qui doit créer l'espoir et rassurer les citoyens que ce qu'elle fait est important pour tous. Et ce manque d'espoir conduit à tout ça.
Vous avez parlé tout de suite des fonctionnaires qui demandent des terrains. Ouais. Vous êtes un ancien ministre de l'Éducation, vous avez accompagné. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des syndicats d'enseignants demander plus de mesures qui touchent à leur émolument, à l'amélioration de leur situation matérielle, plutôt qu'au fonds pédagogique, plutôt qu'au système éducatif? C'est exactement à ce problème que je fais allusion. Oui, je l'ai senti, c'est pourquoi je fais la transition vers l'éducation. Je fais allusion. Vous avez les enseignants, vous avez j'ai entendu des universitaires demander des terrains. Alors que la recherche est dans un état... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'abord, on ne peut pas en donner à tout le monde. Des terrains qui ont une certaine valeur ne peuvent pas être donnés à tout le monde. Et ensuite, ce n'est pas une revendication à caractère professionnel, ça n'a rien à voir. Vous avez été ministre de l'Éducation en 1966. 1966, oui. Avant ou après les événements? En même temps. En même temps. Je suis venu pour essayer de les résoudre. Et comment vous avez fait? Ça, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'en tant qu'acteur, en tant que témoin, est-ce que vous pouvez... Tout à fait. Quand je suis venu à l'éducation, c'était au mois de février, 15 février. Les événements n'étaient pas terminés. Je les ai gérés pendant une vingtaine de jours pour me rendre compte que ce n'était pas possible et qu'il fallait fermer les écoles et prendre un peu de temps pour ça. Et quand j'ai fermé les établissements, je me suis mis à étudier la situation. Et, il y a deux aspects, ou même trois. Il y a le problème d'arabisation. Quand on a essayé de forcer sur la base d'un décret qui existait, sans tenir compte du terrain ou de la réalité. Parce que ce décret suppose qu'on avait fait un enseignement primaire en arabe, ce qui n'était pas le cas. Ça a été fait dans certaines écoles primaires, pas très bien d'ailleurs, et dans d'autres pas du tout. Et quand on a commencé à vouloir imposer ça, il y a eu le soulèvement des élèves et les bagarres. Ceux qui se soulèvent pour leur situation et les autres qui défendent une arabité mal comprise. Ça a entraîné la rue et la prise de position d'une vingtaine de Mauritaniens du fleuve contre cette situation. Une vingtaine de cadres? Une vingtaine de cadres, professeurs et autres. Les 19 quoi? Les 19. La lettre des 19. Oui, les 19. Qui ont été arrêtés momentanément. Pas seul quand même. Hein? Pas seul, il y a eu d'un autre côté les militants arabophones qui ont... Très peu, non, très peu. Ah bon. Très peu parce qu'ils ne sont pas allés aussi loin au point de vue écrit. Les autres n'ont fait qu'une écrire. Bon, il y a d'abord ce problème. Il y a certains enseignants français qui se sont mêlés aussi de l'affaire. Le proviseur du lycée de Rosso, le proviseur du lycée de Nouakchott a tenté de se suicider. Ce qui le culpabilise sans que je puisse être affirmatif, mais qui a fini par se suicider à Dakar. Et donc, il y a effectivement un désordre qui s'est créé à l'intérieur du pays, à Kaïdi, à Tar et partout, que nous nous sommes mis à étudier. Et nous avons préparé une rentrée scolaire, la suivante, sur la base des données que nous avions. Quand même, ça s'est arrêté pendant tout le reste de l'année scolaire?
Parce qu'on a fermé les établissements Oui, secondaires. c'est ça, oui. Hein? Ça a été fermé pour Ça a été fermé pour tout le reste de l'année, de mars jusqu'à la fin de l'année. Quand nous avons étudié la situation, nous nous sommes rendus compte de l'erreur qui avait été faite de vouloir imposer à des élèves qui n'ont pas fait l'arabe le passage de classe à classe avec un examen en arabe, alors qu'ils n'ont pas suivi un enseignement d'arabe. Même si sur le plan des textes, il était obligatoire et dans le programme, il n'a pas été exécuté, donc la faute, c'est la faute de l'État. S'il y a faute, parce que l'État aussi, c'est un problème de faiblesse, une situation extrêmement difficile. Et il a fallu prendre un certain nombre de mesures transitoires. Aménagement des cours d'arabe dans les lycées et collèges, préparation d'une réforme, affectation d'enseignants, licenciement, etc. Dans les affectations, il a été tenu compte quand même de quelque chose de particulier, c'est-à-dire créer une certaine mixité entre les élèves, aussi bien qu'entre les maîtres. Beaucoup d'enseignants de la vallée ont été affectés, beaucoup d'enseignants du Nord sont allés vers le Sud. Les élèves aussi, on a fait en sorte que chaque établissement secondaire soit panaché plus ou moins. Parce qu'il y avait les internats aussi, on pouvait envoyer... Exactement, ouais. Exactement. Ça a beaucoup aidé. C'est un creuset de... Et puis, on a été quand même amené à licencier un certain nombre d'élèves, minimum possible, une cinquantaine, pour avoir dépassé les limites dans leur action. De toutes les communautés ou... De toutes les communautés, de Kaïdi à Attar, tout ce qui ont dépassé les limites. On a éliminé les étrangers, parce que c'était relativement ouvert, particulièrement à Rosso. Donc il y a eu une mauritanisation de l'administration. Il y a eu une mauritanisation de l'administration, avec un choix très affiné de ceux qui vont prendre des responsabilités. Ils n'étaient pas nombreux. Ça, c'était un problème. C'était une difficulté majeure. Il y a l'élimination des dirigeants étrangers, français. Le proviseur du lycée qui s'est suicidé, celui de Rosso a été aussi changé. On a mis des Mauritaniens. Il y a un ensemble de mesures. Les sanctions contre ceux qui se sont mêlés du problème ont été plus ou moins faites de manière indirecte, parce que la plupart du temps, ceux qui ont animé les mouvements, c'est pas évident. Alors il a fallu utiliser les capacités juridiques du département pour panacher dans l'ensemble de la Mauritanie les enseignants qui ont été plus ou moins mouillés dans la situation. Et je dois dire que pour sortir de cette situation, j'avais bénéficié de l'aide de tout le monde. Tout le monde. Et le 18 février 1967, c'est-à-dire un an après les événements presque, vous rendiez et vous remettiez un rapport définitif de la Commission nationale qui était chargée de réfléchir sur les affaires culturelles, notamment sur la question de l'éducation, au président Mokhtar Ould-Daddah. J'ai lu dans je l'ai relevé, je me permets de vous le relire. Il a dit que la Commission préconise la recherche de l'efficacité et de la justice dans l'enseignement,
elle préconise aussi, ou elle insiste sur la recherche également d'une répersonnalisation dépouillée de tout chauvinisme et de toute xénophobie. Et enfin, c'est la recherche inlassable du renforcement et de la consolidation de l'unité nationale. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on est quand même en 2016, est-ce que vous trouvez que c'est toujours d'actualité? C'est une référence. C'est une référence. C'est toujours d'actualité parce que l'enseignement a été perturbé sérieusement depuis ces années-là. Et c'est devenu extrêmement difficile à résoudre sur tous les plans. Vous avez été un temps récemment, c'est-à-dire en 2008, oui, appelé à présider une commission. La commission des États généraux de l'éducation. Le peu de temps que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous a permis de savoir sur l'éducation, sur l'état de l'éducation aujourd'hui? Je suis malheureusement très pessimiste parce que pour le comportement des enseignants, pour les programmes, pour les besoins en enseignant dans le système qu'on a mis en place, qui est un retour en fait à la première réforme que j'ai faite moi-même. La réforme de 99, vous estimez que c'est un retour au franco, enfin le bilinguisme, que nous avons mis en place. Que vous aviez mis en place vous-même dans les années 70. Oui. Et qui consistait à quoi? Il consistait à faire en sorte que les programmes scientifiques qui sont accessibles plus facilement en français qu'en arabe soient enseignés en français et les autres programmes en arabe. Et nous avons fixé à l'époque des horaires. Que ce soit une école pour tous les Mauritaniens. Une école pour tous les Mauritaniens, unifiée. Et je suis fier de pouvoir dire que pendant les 6 ans d'application de cette réforme dans l'enseignement primaire, aucun mouvement scolaire ne s'est annoncé. Pendant toute cette période? Pendant 6 ans. 6 ans, les lycées et les collèges ne se sont pas soulevés pour des questions scolaires parce que l'instauration du bilinguisme franco-arabe correspondait avec les aménagements qu'on a fait avec l'arabe, correspondait à peu près aux besoins. Il a fallu attendre la circulaire 02 de 79 pour voir les premiers mouvements. Oui, pour la circulaire 02 qui introduisait l'instruction civique, morale et religieuse au bac. Tout à fait. Pour voir les premiers mouvements. Les donc. premiers, Et si on vous demandait aujourd'hui par où commencer pour justement remettre, vous croyez que c'est par où il faut commencer? Là, je deviens, si vous voulez, les citoyens, il faut commencer par la politique. Ah. Il faut commencer par la politique. Pour nous, la politique, c'est elle qui a pourri tout. Un gouvernement populaire, un gouvernement bien assis politiquement, solide. Et c'est ce gouvernement qui peut entreprendre de redresser la situation. Et comment? Par quoi va-t-il commencer? Par la réforme, mais avec un gouvernement capable de choisir les bonnes solutions. Pas parce que les autres ne connaissent pas les bonnes, ils connaissent, mais ils ne peuvent pas les mettre en œuvre. Il manque de légitimité à vos yeux. Voilà, il manque de légitimité, ils sont obligés de... Alors, un gouvernement légitime, bien assis politiquement, est seul capable de mettre en place des réformes qui peuvent changer les données et qui pourront influencer pour l'avenir l'ensemble du système mauritanien. C'est pas des... Mais il faut bien qu'on commence par quelque chose, que cette réforme préconise. On est d'accord pour le bilinguisme. Ça, c'est comme cadre général, comme identité. Mais où est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par envoyer tout ce qui enseigne, tout l'encadrement aujourd'hui à l'école, justement, le reformer,
Est-ce qu'il faut, par où est-ce qu'il faut commencer par imposer l'école publique aux hauts responsables, par exemple? Aujourd'hui, il y a certaines personnes, dont je suis, qui croient que tant que les hauts responsables et tous les responsables du pays ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, il n'y aura pas de souci chez eux d'améliorer la situation du public. Chez eux, oui, mais s'ils deviennent politiques, ça change tout. Ils veulent être élus, ils veulent gouverner. Et à ce moment, il faut qu'ils satisfassent à la volonté populaire, même contre leurs intérêts, pour rester en haut, au pouvoir. Mais on est loin de ça, on est très loin de ça, même si on... Mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? En attendant, faire revenir les internats pour plus d'intégration, parce qu'on a une Mauritanie qui ne se connaît pas. Ça, c'est un cas. Les internats, il faut y revenir. Il faut y revenir. Mais quand vous avez vos objectifs bien clairs, vous étudiez la situation, vous aurez certainement une multitude de mesures intermédiaires possibles avant de... C'est ça que je veux savoir. Quelles sont ces mesures? Vous m'en citez-moi-en. Je cite par exemple, actuellement, l'État n'a pas beaucoup d'autorité sur les enseignants. Il faut qu'il puisse affirmer son autorité pour les absences. Il y a des écoles où il y a des enseignants qui sont absents pour presque toute l'année. Mais vous voyez, c'est les premières mesures. L'État s'occupe à autre chose. Les premières mesures sont tombées ces dernières semaines et c'est tout le monde qui dénonce la situation. C'est contre des centaines de fonctionnaires qui ne viennent jamais, qui ne travaillent jamais. C'est dans le domaine surtout de la santé et de l'éducation. C'est une bonne preuve, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant une force particulière qui fait face à l'État. C'est pas normal. D'accord, c'est les réseaux dont je parlais tantôt. Voilà, ils s'autodéfendent pour faire ce qu'ils veulent et l'État hésite. Mais si l'État est gouverné par des gens qui sont bien assis politiquement et légalement et qui ont suffisamment c'est le point de vue de compétence ils ont suffisamment de volonté pour changer les choses. Ce n'est pas un petit groupe d'enseignants qui va les arrêter. Pas du tout. Ni un groupe d'infirmiers ou de médecins. Excellence, vous m'avez obligé à quelque chose que j'avais voulu éviter au début quand j'ai pensé à vous recevoir, c'est d'éviter de parler de l'expérience et de parler de l'expérience de l'homme. Mais on a été obligé de revenir, par exemple, sur ça parce que c'est le plus riche. Et j'ai envie de rappeler aux téléspectateurs que vous êtes un homme qui cultive son jardin. C'est-à-dire que vous vous occupez très bien de votre jardin et que vous réussissez aujourd'hui, dans votre maison, à produire tous les fruits qu'on peut avoir sur cette terre. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi cette occupation? Pourquoi ce retour à cette activité? Et pourquoi ça vous réussit aussi bien? Je dois dire que le point de départ pour cette affaire, c'est l'observation de l'état des palmiers à Nouakchott. Voir des palmiers en très bon état, qui produisent un fruit sans grande valeur, pour un Oisien du Nord, c'est dramatique. Et j'ai toujours conservé à l'esprit de savoir pourquoi ça. Et j'ai suivi l'évolution des recherches extérieures sur le palmier pour essayer de trouver une solution ou de comprendre le phénomène. Et quand j'ai eu le temps, je suis revenu à une idée très simple, c'est que le palmier qu'on obtient à partir des noyaux est un palmier dont on ignore les caractéristiques.
Et comme les caractéristiques sont ignorées, il fallait vérifier si ça pouvait répondre à la question que je me pose. Et j'ai tenté, à partir des noyaux de date, d'avoir des palmiers, non pas à partir de rejets comme d'habitude, mais à partir de noyaux simples. Effectivement, après, j'ai réussi à trouver des palmiers produisant des dattes qui mûrissent comme dans le Nord ou comme dans le Tagan, à Nouakchott. Donc, dans des conditions qui ne sont pas les conditions que définissent les spécialistes. Les spécialistes d'habitude. Mais il n'y a pas que les palmiers dans la cour de oui, la maison. Les autres sont venus s'ajouter, si vous voulez, les autres variétés d'arbres fruitiers sont venus s'ajouter. Mais enfin, le point de départ, c'était le palmier. Et là, effectivement, j'ai eu des variétés qui donnent de bons résultats dans un climat qui n'est pas habituellement favorable. Et comment je peux reprendre cette question du palmier dont on doit connaître nécessairement les caractéristiques à partir de noyaux pour la transférer vers l'enfant mauritanien, vers l'école mauritanienne, dont on doit connaître aussi l'enracinement, tout ça, le milieu, et qu'on ne doit pas couper de son milieu. Je pense que c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui du système éducatif. Enfin, je vous oblige à revenir là-dessus et à finir probablement sur ça. Oui, en fait, l'enseignement attend la démocratie véritable, attend la concurrence des hommes politiques, sur la base d'idées. Et des hommes d'État aussi. C'est ça, oui. C'est les hommes politiques, dans leur concurrence pour obtenir les voix des citoyens. Ils sont obligés de chercher des solutions pour répondre à votre question. Les moyens techniques existent. Les moyens financiers aussi, probablement, malgré la difficulté aujourd'hui. Nous avons des ressources. Ce qui reste, c'est la capacité des hommes politiques d'imaginer et d'appliquer ce qu'ils s'imaginent. Eliul Alaf, l'homme qui cultive son jardin aujourd'hui, qui a participé à la dissémination des idées de l'État moderne en Mauritanie, mais aussi de la démocratie, qui a eu son rôle dans l'éducation, qui a été un acteur dans la réforme, la première grande réforme de l'éducation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, et au numéro prochain de Palabre.